Arriver à faire travailler des profils différents et à prendre en compte les besoins des uns et des autres, c'est assez clé pour créer de l'engagement et pour que le projet d'entreprise soit mené de la façon la plus sereine possible. Bonjour et bienvenue sur ASAP. Je m'appelle Alexandre Zermati, je suis l'auteur de Self Manager et toutes les semaines, je vous invite à écouter une conversation inspirante avec une personnalité du monde du travail. Cette semaine, mon invité est Sandrine Rampon, auteure de Parfois ingérable, toujours brillant, repérer, manager et fidéliser les hauts potentiels. Sandrine va nous expliquer comment manager les hauts potentiels au sein d'une entreprise. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Sandrine Rampon, fondatrice et dirigeante de Matière Bleue, qui est une société de conseil en stratégie et aussi une holding qui va me servir à reprendre une entreprise. Voilà, donc j'ai un parcours à la fois de manager et de dirigeante pendant une vingtaine d'années dans des secteurs assez différents. Et tout au long de ce parcours, en fait, je me suis intéressée très très vite aux questions de management, puisque ma première expérience professionnelle, en fait, je montais des formations et des conférences sur les domaines de management et des ressources humaines. Donc c'est devenu assez vite une passion, ce sujet. Et en parallèle de ça, j'ai des missions de conseil où j'accompagne des dirigeants qui vont justement réfléchir sur leurs problématiques de croissance, soit parce qu'il y a un sujet de transformation du business model, soit parce qu'il y a un sujet de croissance externe ou de création de nouvelles activités. Récemment, j'ai compris ce qu'étaient les hauts potentiels au sens surdoué. Je me suis dit que comme je n'avais pas trouvé de livre sur le management des personnes à haut potentiel, j'allais en écrire un. Je dirais que c'est un livre qui a pour ambition de créer de l'intelligence et de la performance collective en décryptant quelque part le comportement du haut potentiel au travail, à la fois pour les managers, à la fois pour lui-même. Et finalement, les choses se passent toujours mieux quand on comprend les spécificités. On ne savait pas comment titrer le livre pour que les personnes concernées se reconnaissent. Donc on s'est dit qu'il fallait mettre des mots que ces personnes-là avaient dû entendre à un moment donné de leur vie. Parce que l'idée d'écrire ce livre, c'était à la fois de parler à leur manager, mais aussi de parler aux personnes elles-mêmes pour qu'elles puissent s'identifier. Donc on a pris les deux mots qu'elles ont forcément entendus, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Le ingérable, il fait référence à la difficulté que peuvent avoir certains managers de comprendre leur attitude et du coup potentiellement de les gérer. Un haut potentiel avec des tas de noms qu'on peut donner, zèbre, surdoué, etc. En fait, c'est une personne qui combine deux choses. Une grande puissance intellectuelle et une grande sensibilité. Donc souvent on les définit dit que c'est des personnes au QI élevé. Oui, mais c'est pas que ça aujourd'hui. En fait, de plus en plus, s'il n'y a pas la partie sensibilité, on ne considère pas forcément ça comme un haut potentiel. Et donc la combinaison des deux fait que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'intuition, de créativité et pas mal de caractéristiques qu'on peut repérer en entreprise notamment. Quand on parle des hauts potentiels, moi l'impression que j'en avais, c'est celle qu'ont beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément le sujet, c'est que ce sont des personnes qui sont soit des génies, soit des personnes qui ont des difficultés existentielles. Donc il y a certainement les deux. Mais il y a aussi toutes les autres qui ne sont ni dans une case ni dans l'autre et qui peuvent ne pas se rendre compte du tout qu'elles sont au potentiel et qui cependant vont avoir un mode de fonctionnement cérébral spécifique qui va générer des différences assez subtiles mais qu'il est important de connaître parce que ça peut faire qu'il y a des réactions dans certaines situations qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres et qui peuvent créer des tensions quand on ne les comprend pas. Le fait, par exemple, d'avoir une grande sensibilité qui est à la fois un sujet sensoriel, donc sensibilité à la lumière, tout le monde n'a pas tous les sens exacerbés, mais un certain sens exacerbé peut faire que dans un environnement de travail, par exemple, où il y a beaucoup de lumière ou beaucoup de bruit, la personne est gênée et fatiguée et va peut-être surréagir par rapport à d'autres personnes qui seront aussi peut-être incommodées, mais moins.
Le fait de combiner justement ce côté analytique et ce côté perception fait qu'il est possible d'avoir une solution qui apparaît de façon assez fulgurante, sans comprendre comment elle est apparue. Et donc ça peut être complexe dans une communication. La personne sait la réponse, mais elle ne sait pas comment elle l'a obtenue, donc elle n'est pas capable de l'expliquer et peut avoir du coup des frustrations de ne pas être entendue. Il arrive assez fréquemment qu'on les caractérise comme des personnes qui ont du mal à supporter la hiérarchie. En fait, c'est pas forcément ça, mais c'est que c'est des personnes qui sont extrêmement exigeantes. Et donc, en fonction du manager avec lequel elles interagissent, c'est plus ou moins facile. Après, il y en a certaines qui sont... elles ont des réactions assez intenses. Donc, soit elles s'adaptent énormément, et on les repère absolument pas. Elles sont pas du tout ingérables, elles sont très gérables. Soit elles s'adaptent pas, et à ce moment-là, peuvent être considérées comme ingérables. Et puis après, le brillant, c'est souvent ce que la plupart ont entendu à l'école, quand elles s'adaptaient à l'école. Si elles s'adaptaient pas à l'école, elles l'entendaient pas forcément parce qu'elles rentraient pas dans les codes. Ce qui peut se passer aussi dans les entreprises. Et on dit que c'est 2,3% de la population. Combien il y en a dans les entreprises? Il faudrait faire passer des tests à tout le monde, ce qui n'est jamais le cas. Selon les secteurs, ça doit varier. Le haut potentiel, en fait, c'est plein de personnalités différentes. Donc, il n'y a absolument pas de portrait robot du haut potentiel. On peut en trouver partout. Mais des secteurs comme l'informatique sont des secteurs, a priori, qui sont assez attractifs. Tout ce qui est les métiers qui tournent autour des mots, par exemple l'édition, le journalisme. Tous les métiers où il y a aussi beaucoup d'indépendance, donc journalisme. Les métiers du digital aussi. Donc, il y a certains endroits où on doit en trouver plus qu'ailleurs, mais globalement, on les trouve dans toutes les fonctions de l'entreprise. Au potentiel, en fait, au sens de l'entreprise, c'est souvent les personnes qui sont, effectivement, qu'on repère assez jeunes et qui sont potentiellement amenées à prendre des postes clés dans l'entreprise. Donc, c'est une autre définition du haut potentiel qui peut se recouper avec celle dont je parlais tout à l'heure, mais pas systématiquement. Donc, il n'y a pas effectivement de problématique de repérer ces personnes-là spécifiquement. Cela dit, et le livre que j'ai écrit en donne la clé, c'est intéressant de pouvoir les repérer à travers des comportements parce que c'est des personnes qui ont un potentiel de développement souvent inexploité. Soit parce que certains ont eu des problèmes à l'école et n'ont pas du coup accédé aux écoles qui font qu'elles arrivent à des fonctions où elles auraient dû être, parce que certains ont des troubles d'apprentissage par exemple, d'autres ont eu du mal à s'adapter, étaient turbulents, et ça c'est surtout pour les hommes, ils ne sont pas forcément dans ces postes-là. Donc quand on les repère et qu'on les met dans des postes dans lesquels ils ont des compétences, ils évoluent très très vite. L'autre sujet, c'est que c'est des personnes aussi hyper intéressantes à repérer actuellement, puisqu'on est dans des périodes où les entreprises se transforment. Et donc, c'est des personnes qui ont tendance à voir assez facilement l'évolution d'un business, les choses qui vont pas bien, parce que c'est pas cohérent. Donc, elles apportent énormément dans un contexte où l'entreprise doit bouger, où l'équipe doit bouger, où il faut inventer des solutions qui sont pas celles d'avant, puisqu'elles ne fonctionnent plus. Et donc tout l'intérêt consiste à réussir à les identifier et les intégrer dans un collectif où il va y avoir une vraie complémentarité de vision et de compétences, et en travaillant ensemble, ça va donner des résultats extraordinaires. C'est pour ça que ce livre est particulièrement d'actualité aujourd'hui. Après, les repérer en tant que haut potentiel, juste pour dire ces personnes-là fonctionnent de cette façon-là et faire un programme spécifique, c'est pas du tout mon propos. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Je pense que l'intérêt, c'est plus de les repérer comme des contributeurs avec des compétences particulières et de développer finalement les interactions constructives avec les autres. En fait, chacun comprenant le mode de fonctionnement de l'autre, parce que c'est exotique des deux côtés, on va dire. Dans les personnes que j'ai interviewées dans mon ouvrage, il y avait une personne qui était dans une structure très très normée et elle avait l'impression, elle m'a dit, d'être en expatriation en permanence en fait. Pour moi, la recette, c'est la même qu'avec n'importe quel collaborateur, sauf qu'il y a un niveau d'exigence probablement un peu plus fort en termes de compétences managériales en fait, parce que
encore une fois, ce côté assez intense fait que la personne a toujours envie de voir des compétences poussées à un niveau extrême. Donc un manager qui ne sait pas du tout manager, ce qui arrive souvent dans des entreprises, qui est mis dans une fonction parce que c'est un bon expert, mais il apprend le management, c'est compliqué pour lui. Avec un peu plus d'expérience et d'habitude du management, normalement ça se passe bien. Les points vraiment importants, c'est des points liés à l'autonomie laissée aux collaborateurs. Donc c'est important de donner un cadre pour que la personne comprenne l'étendue de ses responsabilités et ce qu'on attend vraiment d'elle, mais aussi que dans ce cadre, on lui laisse l'autonomie finalement d'évoluer, sans être tout le temps sur son dos à vérifier ce qu'elle fait, puisque c'est quelqu'un qui va avoir un rythme particulier, comme je disais tout à l'heure, qui va avoir des solutions, qui va prendre du temps pour essayer de les expliquer. Donc elle ne va pas forcément fonctionner dans le rythme classique. Donc de l'autonomie, de la liberté, de la confiance, ça c'est extrêmement important. Là où il peut y avoir une différence par rapport aux autres personnes, c'est sur l'aide que le manager peut lui apporter pour décoder les codes de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui sera peut-être un peu plus complexe, parce que il y a toujours le sens politique n'est pas son fort, on va dire. Quand quelque chose n'est pas cohérent, elles le voient et elles réagissent. Donc aujourd'hui, les organisations qui leur conviennent, c'est globalement vers quoi les organisations doivent tendre finalement pour s'adapter à un monde qui bouge super vite et qui n'est plus le même que celui d'avant. Donc tout ce qui est agilité, flexibilité, les tendances aussi aujourd'hui en termes de management, c'est de l'autonomie, de la liberté. Moi, je rappelle toujours un cadre parce que sinon c'est le bazar. Donc globalement, les compétences... le manager doit les traiter comme les autres. Tout le monde numérique, une grande partie des GAFA sont dirigés par des personnes qui fonctionnent de cette manière-là et qui du coup ont un petit peu des équipes créées à leur image. Et Google, c'est assez flagrant. Google a voulu disrupter une certaine partie du monde et ils se sont demandé à un moment donné si le management avait encore un intérêt, puisqu'ils disaient on a des gens qui sont brillants, qui sont rapides, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un manager, puisque c'était un peu considéré comme le bastion de l'organisation hiérarchique traditionnelle. Donc ils ont fait appel à des chercheurs d'Harvard qui, après un certain nombre d'études, se sont dit oui, en fait le management c'est hyper important. À condition qu'ils rentrent dans un certain nombre qui respectent un certain nombre de principes. Et ça a donné lieu à un projet qui s'appelle Oxygène, qui définit les 10 comportements que le management doit avoir pour jouer son rôle dans une organisation. Et ça correspond un peu ou prou à ce que je préconise pour travailler avec des hauts potentiels. J'ai l'impression que sur l'évolution des modes de management, c'est lent en fait. On parle beaucoup de transformation digitale. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est clé partout, même si il y a des secteurs et des tailles d'entreprise un peu plus en retrait par rapport à ça. Mais en fait, la transformation digitale, la première phase, c'est de voir comment le business est impacté, qu'est-ce qui va bouger. Mais le gros du sujet, une fois qu'on a vu ça et qu'on implante des nouvelles technologies, c'est comment les personnes vont les adopter, vont travailler, et le management va évoluer. Le manager, c'est une sorte d'animateur d'intelligence collective, en fait. Il est là pour donner le cadre, pour donner des règles, parce qu'évidemment, dans une entreprise, il y a quand même des règles à suivre. Et après, pour finalement tout faire pour que les collaborateurs soient, en fonction de leur talent, à la bonne place et se développent. Il faut un manager qui sache bien manager, il faut aussi une entreprise qui lui laisse jouer son rôle correctement et qui valorise cette partie-là de sa fonction. Parce qu'effectivement, si un manager, c'est quelqu'un qui fait comme les autres en plus et en plus qui manage l'équipe, ça ne fonctionne pas sur le long terme. J'ai beaucoup vu des entreprises dans le numérique qui travaillent autour du concept de l'entreprise libérée, mais en libérant pas totalement, parce qu'il ne faut pas non plus être chez les bisounours. J'ai l'impression qu'on est surtout en expérimentation de ce qu'on appelle l'innovation managériale. Il y a plein d'initiatives, mais il n'y a pas de vérité en fait. Ça s'adapte à chaque fois au cas par cas. Pendant des années, il suffisait de reproduire le modèle du passé finalement pour bâtir sa stratégie, son budget, etc. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc on n'est plus dans un domaine maîtrisable. Donc ça a beaucoup d'impact finalement dans l'organisation et même dans le travail de chacun.
Si une personne dans son organisation reste cloisonnée en silo et ne comprend pas à quoi elle sert, ça va créer des problèmes forcément. Donc on est obligé de décloisonner, on est obligé de donner plus de liberté aux gens pour que chacun avance dans la bonne direction. Donc du coup, de donner envie, de générer de l'engagement en expliquant finalement à quoi sert l'entreprise et à quoi sert chaque unité dans l'entreprise quelque part. Donc ça va vraiment dans le sens de ce qu'on appelle l'innovation managériale, mais par un souci d'efficacité. Et c'est vrai que dans ce cadre, dans les autres sujets, il y a tout ce qui est l'intelligence collective. Personne ne détient la vérité aujourd'hui. Tout le monde est obligé de travailler ensemble. C'est aussi pour ça qu'on développe les soft skills. Et c'est là où moi je dis que c'est extrêmement utile dans ces cas-là d'arriver à comprendre les modes de fonctionnement différents. On parle de diversité homme-femme, mais on peut aussi parler de diversité cognitive et de se dire que finalement plus une équipe est différente, plus elle va générer de l'intelligence collective parce que chacun aura sa vision et si les gens arrivent à interagir ensemble, normalement la solution va être créative. J'ai géré pendant assez longtemps des équipes qui étaient des équipes traditionnelles, qui étaient très attachées au métier qu'elles faisaient à l'origine, de la manière dont elles le faisaient, et d'autres qui étaient assez disruptives. Il fallait les faire fonctionner ensemble. Mais les deux avaient un rôle à jouer extrêmement important, parce que si on fait une certaine chose de la même façon pendant des années, il y a des raisons. Il ne faut pas tout casser. Et donc il y avait des confrontations que j'essayais de rendre positives, c'était pas toujours facile, mais où les uns et les autres finalement arrivaient à comprendre. Les conservateurs bougeaient un peu, les disruptifs bougeaient un peu, et puis quand ça marchait bien, au final, ils créaient des produits qui avaient du sens. Quand c'est pour construire une solution qui résout un problème qui se pose aux deux, normalement c'est positif. Souvent quand on parle de conduite du changement et de transformation, on parle de résistance au changement des équipes. En fait, les équipes, elles résistent quand elles ne comprennent pas le problème. Mais ça arrive assez souvent, finalement, que les problèmes ne soient pas explicités et donc que les équipes n'aient pas forcément envie d'évoluer. Puis on leur dit, voilà, il faut aller vers le digital, il y a des nouveaux qui vont arriver, qui vont vous expliquer votre métier, c'est compliqué. Il faut à la fois comprendre ce qui va changer, ce que ça peut avoir comme impact, et puis expliquer comment on peut finalement gérer ces impacts en fonctionnant autrement, en lançant des nouvelles activités qui nécessitent d'évoluer. Après, moi, je parle beaucoup d'employabilité des uns et des autres, parce qu'aujourd'hui, les gens qui évoluent pas, forcément, vont se retrouver avec un problème d'employabilité à terme. Puisqu'on sait bien qu'il y a plein de postes qui vont disparaître ou se transformer. Sur les hauts potentiels, en fait, il y en a deux qui sont sortis quasi en même temps. Le mien et puis un autre, mais qui est plutôt, qui n'est pas sur le management en tant que tel, qui s'appelle Travail, Emploi et Douance, et qui est assez engagé sur le thème de l'inclusion. Donc c'est un autre angle. Sur le management, moi je me souviens que j'avais lu, alors ça fait longtemps que j'en ai pas lu des livres, mais j'avais lu un qui s'appelait Coaching d'équipe d'Alain Cardon, qui était à l'époque assez innovant et je pense toujours d'actualité. Et après, moi, j'ai surtout réfléchi sur les organisations d'entreprise en se disant finalement comment on fait pour que... J'ai toujours été dans des problématiques où la croissance, c'était le Graal et il fallait faire de la croissance, quelle que soit l'activité. Et du coup, c'est plus autour de ça, moi, que j'ai réfléchi en termes de management, en se disant finalement comment on fait porter la croissance par une équipe pour que ce soit le plus fluide possible. D'où ces problématiques de management, d'engagement, etc. Et là-dessus, je trouve que celui qui apporte vraiment des choses, c'est Frédéric Laloux, avec Reinventing Organization, qui n'est pas forcément applicable comme ça partout, mais il y a vraiment, je trouve, un travail de réflexion et d'analyse qui a été fait, qui est extraordinaire, et une structuration du livre qui fait qu'il est limpide. Je suis assez adepte du bon sens, en se disant c'est bien de lire des choses en management, d'avoir des théories qui ouvrent l'esprit, mais quand on veut les appliquer, c'est souvent assez complexe, donc il faut aussi s'adapter à la situation. J'ai cherché pour mon livre des entreprises qui étaient parfaitement organisées comme je voulais, et en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des parties de l'organisation qui fonctionnaient de telle ou telle façon, mais globalement, chacun est en train de tâtonner pour trouver des solutions. Je suis assez convaincue qu'aujourd'hui, pour diriger avec succès une entreprise, il faut être assez flexible, assez adaptable et avoir une vision. Et qu'arriver à faire travailler des profils différents
et à prendre en compte les besoins des uns et des autres, c'est assez clé pour créer de l'engagement et pour que le projet d'entreprise soit mené de la façon la plus sereine possible. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.